Le véritable pouvoir réside dans la propriété et investir dans l'immobilier est l'un des moyens les plus sûrs d'accéder à cette puissance. Bienvenue dans la Tribune pour le Peuple, l'espace de liberté pour s'exprimer. Dans ce nouveau numéro de la Tribune pour le Peuple, nous aborderons comment acquérir votre premier bien immobilier avec l'aide de notre courtier expert parce que chaque individu mérite de tracer son histoire à travers la pierre. Ici votre serviteur Jean-Luc Oumba Bakani. Je reçois pour vous aujourd'hui Amélie Harrison Côté, courtier immobilier. Bonjour Amélie. Bonjour Jean-Luc. Comment vous allez? Ça va bien et toi? Oui, je vais très bien Amélie. Est-ce que nous pouvons nous tutoyer pendant l'émission d'aujourd'hui? Bien sûr. Merci et bienvenue à toi dans la Tribune pour le Peuple. Est-ce que d'entrée tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Oui. Moi, en fait, je suis courtier immobilier résidentiel depuis 3 ans. Exactement. J'ai toujours été une passionnée d'immobilier. Dès mon plus jeune âge, ma lecture, en fait, c'était des revues d'immobilier. J'en prenais dans tous les magasins où il y en avait. J'écoutais toutes les émissions de rénovation. C'était vraiment... je tripais bien raide sur l'immobilier. Et puis, vers l'adolescence, mon père il est devenu courtier immobilier. Puis, moi, j'étais vraiment meilleure en français que lui. Donc, je m'occupais de faire ses descriptions, puis de placer ses photos et tout là, sur ses fiches descriptives. Par la suite, j'ai débuté mon cégep en enjeux internationaux. Puis après ça, j'ai terminé mon DEC. Après, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Puis, j'étais allée dans le service. Après ça, j'ai fait un cours de peinture en bâtiment. OK. Puis après ça, j'ai décidé de me diriger vers l'immobilier. OK. À ce moment-là, mon père il n'était plus courtier immobilier. Donc, j'ai terminé mon cours en immobilier juste avant le début de la pandémie, donc en février 2020. Puis après ça, j'ai été bloquée pendant 6 mois avant de pouvoir faire mon examen de courtage immobilier de l'OASIC. OK. Donc, j'ai débuté en septembre. Très belle présentation et ta présentation répond à plusieurs de mes questions déjà. Ah, ben parfait. J'espère que ton père est fier de toi aujourd'hui. Oui, oui. Ah, ça c'est très bien. Dis-moi Amélie, à quoi consiste ton travail en tant que courtier immobilier? Quel est le rôle d'un courtier immobilier? Ben moi, en fait, je suis courtier immobilier résidentiel. D'accord. Dans le résidentiel, ce qu'on fait principalement, c'est aider les acheteurs ou les vendeurs à acheter ou vendre un bien résidentiel de moins de 5 logements. OK. Donc, immeuble à revenus, duplex, triplex, maison unifamiliale, jumelée, maison mobile, condo, terrain, tout ce qui est qualifié de résidentiel, en fait. D'accord, Amélie. J'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs sortes de courtiers immobiliers. Par exemple, il y a les courtiers immobiliers hypothécaires. Toi, tu as dit que tu es courtier immobilier résidentiel. Oui. C'est quoi vraiment la différence? Bien, en fait, c'est courtier hypothécaire. Il y a aussi conseiller hypothécaire et courtier immobilier résidentiel et commercial. Donc, courtier hypothécaire, ça va être celui-là qui fait un peu le travail avant moi. OK. Courtier hypothécaire ou conseiller hypothécaire, je vais vous expliquer la différence. Courtier hypothécaire, c'est quelqu'un d'indépendant. Donc, il ne sera pas relié à une institution financière en particulier. Donc, ce courtier-là va pouvoir vraiment travailler le dossier pour que ça soit vraiment approprié pour le client. Donc, il va pouvoir magasiner plusieurs institutions financières, les taux, ça va être un prêt fermé ou ouvert, taux fixe, taux variable. Donc, il y a même des banques virtuelles parfois qui peuvent faire affaire avec. Tandis qu'un conseiller hypothécaire, c'est vraiment déterminer une institution financière en particulier. Donc, Desjardins, BMO, etc. OK. Donc, après ça, courtier commercial, c'est souvent, ils font résidentiel et commercial, mais il y en a qui spécialisent vraiment dans le commercial. C'est les courtiers qui vont faire les immeubles de 5 logements et plus, et aussi location de locaux commerciaux, vente de locaux commerciaux, terrain, industriel, en fait, tout le reste. OK, je comprends. Là, je comprends mieux. Ouais. Ça, c'est très bien. Est-ce qu'il faut avoir des autorisations ou un permis d'exercice pour devenir courtier? Oui. Quelles sont les démarches? Bien, pour le courtier hypothécaire, il doit faire un examen comme le courtier immobilier. Par contre, lui, ça va être avec l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers. OK.
Nous, c'est avec l'OASIC, qui est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier au Québec. L'OASIC, c'est un peu comme la police des courtiers immobiliers. Donc, ils sont vraiment là pour vérifier qu'on fasse rien de frauduleux, qu'on respecte notre code déontologique, etc. Donc, les courtiers immobiliers résidentiels doivent faire une formation autorisée par l'OASIC. Après ça, on a notre examen à faire qui est d'une durée d'environ 6 heures. OK. Après ça, on doit faire notre demande de permis. Puis, tout au long de notre profession, on doit faire aussi des formations continues. Donc, pour pouvoir continuer à avoir notre permis. Donc, à chaque année, on a des formations à faire obligatoirement. Puis, le permis de courtage commercial, c'est la même chose. Donc, moi, quand j'ai fait mon cours en immobilier, c'était résidentiel et si je voulais faire commercial, c'était un autre cours. Par contre, auparavant, par exemple, quand mon père était courtier immobilier, il donnait les 2 permis. Ah, OK. Oui, donc l'examen était plus dur puis ça coûtait plus cher. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, Amélie, il faut nécessairement recourir au service d'un courtier immobilier pour acheter son premier bien immobilier? Est-ce que c'est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire, mais en fait, ça serait fou de s'en passer. OK. Parce que pour les acheteurs, le service est principalement gratuit. C'est très rare que les acheteurs vont avoir à débourser pour faire affaire avec un courtier immobilier. Et le courtier immobilier, c'est un expert. Donc, tu sais, nous, on passe un examen, on fait des formations continues, on connaît le marché, tandis que les acheteurs ne savent pas dans quoi ils se lancent. C'est la transaction la plus importante de leur vie. Là. On s'entend que c'est rare qu'on fait des transactions de plusieurs centaines de milliers de dollars. Fait que c'est vraiment important d'être bien accompagné dans son achat. Ah, je comprends. Alors, on va aller étape par étape. Oui. Quelles sont les étapes à suivre pour acheter sa première propriété? Allons-y étape par étape. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Quand, par exemple, moi, je suis prêt, j'ai l'argent. Oui. Je vais acheter un bien immobilier. Oui. Donc, la première étape, c'est de faire affaire avec un conseiller hypothécaire ou courtier hypothécaire, dépendamment de ce que vous préférez. Si vous voulez vraiment aller juste à une institution ou magasiner les institutions. Si vous n'en connaissez pas, c'est sûr que vous pouvez toujours contacter un courtier immobilier. La plupart du temps, les courtiers en connaissent plusieurs. Donc, personnellement, moi, j'en connais plusieurs. Donc, j'en réfère souvent à mes clients acheteurs qui ne sont pas préapprouvés, préqualifiés. Donc, parce que préapprouvé, préqualifié, il y a une différence. Oui, préqualifié, c'est vraiment plus précis. Donc, on vérifie la cote des crédits, les dettes, la capacité d'emprunt réel. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on doit se fier pour acheter. OK. Parce que si on magasine sans préqualification, on ne sera jamais considéré par les vendeurs. Je comprends. Puis c'est comme un peu aller magasiner puis pas savoir comment qu'on a dans notre compte. Ça se fait pas, là. Je vois. Oui. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, c'est choisir un courtier immobilier de confiance. OK. Donc, si jamais il y a quelqu'un dans votre entourage qui voudrait faire un courtier immobilier, puis vous ne savez pas trop si c'est quelqu'un de confiance, la première étape, c'est d'aller voir sur Google. Des fois, il y a des commentaires. Après ça, vous pouvez aller voir sur Facebook aussi. Vous pouvez aller voir également sur le site de l'OASIC directement parce qu'on peut voir le dossier disciplinaire du courtier. Donc, si jamais ils ont eu des amendes ou des tâches à leur dossier, vous allez le voir. Sinon, après ça, c'est vraiment de rencontrer le courtier. C'est important d'avoir un lien de confiance avec lui. Je parle au masculin, là, mais c'est féminin aussi. Oui. Mais, tu en es l'exemple. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est vraiment... Moi, je base toutes mes relations d'affaires sur le lien de confiance. C'est super important parce que c'est lui... ou elle qui va vous accompagner dans, comme je disais, la transaction la plus importante de votre vie. Donc, si ça ne clique pas et si vous ne sentez pas qu'il y a de la confiance, rencontrez un autre courtier. Il n'y a pas de problème à être transparent avec ça. Là. C'est vraiment important. Là. Donc, après ça, c'est une fois que vous avez choisi votre courtier, vous pouvez signer un contrat de courtage achat ou pas, mais c'est fortement recommandé par l'OASIC. Et après ça, c'est d'établir vos critères de recherche. Qu'est-ce que vous voulez, votre budget, vos secteurs, quel type de propriété, est-ce que vous êtes prêt à faire des travaux? C'est quoi les deal breakers?
Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime vraiment cuisiner? Si la cuisine, c'est la plus importante, mais c'est sûr que votre courtier va se baser là-dessus pour les recherches, si vous voulez une grande cour. Donc, après ça, une fois que vous avez tout établi avec votre courtier, vous pouvez commencer à... le courtier va faire une alerte centrice. Donc, lui, il va créer votre profil dans le centrice privé des courtiers. Donc, les clients n'ont pas accès à ce centrice-là. Juste le courtier. Oui, c'est ça. Ben, le public a accès au centrice. C'est votre cercle fermé. C'est ça. Le centrice VIP. OK. Donc, ensuite de ça, le courtier, comme je disais, va créer l'alerte, puis il va envoyer des propriétés aux acheteurs par courriel. Après ça, l'acheteur va décider quelle propriété aimerait visiter. C'est sûr que l'acheteur est toujours libre d'en envoyer aussi à son courtier. Le courtier va être en mesure d'établir si c'est une bonne propriété pour l'acheteur, dans le sens qu'il va pouvoir lire la déclaration du vendeur, va pouvoir voir s'il y a déjà une offre acceptée dessus parce que le public ne peut pas le voir. Voir si ça fait longtemps que c'est sur le marché, etc. Donc, une fois que vous avez choisi les propriétés que vous voulez visiter, on va visiter. Okay. Et après, on se dit, moi, je dis tout à mes acheteurs, est-ce que vous voyez vivre là, dans votre quotidien? Est-ce que vous voyez couper des carottes, faire un pain aux enfants, passer à la tondeuse, faire bronzer, etc.? Donc, si la réponse est non, eh bien, on passe à une autre maison parce que c'est ça le plus important. Aussi, après, c'est vraiment la localisation. Tu sais, si vous n'aimez pas l'extérieur, je parle pas du revêtement extérieur, mais exemple, la cour ou le secteur ou les voisins, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc, si ça fonctionne pas à ce niveau-là, on oublie cette maison-là également. Par contre, aussi, c'est d'amener l'acheteur à voir, est-ce que les choses que j'aime pas peuvent se changer? Puis à quel coût? Donc, si c'est juste la peinture ou c'est comme faire une chambre au sol, des choses comme ça, il faut pas tasser la propriété pour ça. Non, je comprends. Donc, une fois qu'on a trouvé une propriété, qu'on se voit vivre là et tout, eh bien, on fait une offre d'achat. Donc, l'offre d'achat, avant tout, c'est de prendre connaissance de la déclaration du vendeur. La déclaration du vendeur, c'est un document que le vendeur doit remplir de bonne foi et honnêtement. Donc, on va parler de tous les bons et les moins bons de la maison, c'est-à-dire les travaux qui ont été faits, les problèmes qui ont eu lieu, s'il y a eu une mort dans la maison. Ça fait peur quand même. Oui, c'est ça. Ça fait baisser la valeur de la propriété, donc on n'a pas le choix de le divulguer. Ça peut aussi être problématique pour certaines personnes. Il faut tout dire. Oui, c'est ça. Si, par exemple, il y a un mensonge, est-ce que l'acheteur a droit à annuler le contrat, par exemple, après? Oui. OK. Bien, évidemment, c'est vraiment dépendamment de chaque cas, là, mais si, exemple, il a omis de dire quelque chose qui ne porte pas nécessairement préjudice, c'est du cas par cas, en fait, là, vraiment. Là. Mais oui, si, exemple, le vendeur a vraiment menti volontairement, oui, on peut se retirer. OK. Et après avoir tout dit? Donc, après avoir lu la déclaration du vendeur, l'acheteur doit la signer. Après ça, on procède à la signature de l'offre d'achat. Donc, c'est là qu'on va mettre toutes les conditions. Règle générale, on parle souvent d'inspection. Après ça, on parle de financement. Et après ça, on peut mettre aussi un examen de documents. C'est souvent dans les condos qu'on va mettre ça. Exemple, déclaration de copropriété, règlement, procès-verbaux, budget, état financier, là, vraiment. Là. Puis ça, ces trois conditions-là, c'est l'offre d'achat ne se réalise pas s'il y en a une qui ne se réalise pas. Donc, si, exemple, vous n'êtes pas satisfait de l'inspection, vous pouvez vous retirer. Si vous ne passez pas au financement, évidemment, l'offre d'achat tombe à l'eau. Et si vous n'êtes pas satisfait de l'examen des documents, vous pouvez vous retirer aussi. Ah, OK. Oui. Après, une fois que, dans le meilleur des mondes, si toutes les conditions se réalisent, bien, en fait, on va dire que la maison est vendue jusqu'à temps qu'on passe chez le notaire. Évidemment, entre-temps, il ne faut pas aller remplir notre carte de crédit, s'acheter une nouvelle voiture, faire tout ça, parce qu'il faut que le dossier de financement reste le même que lorsque la demande est faite. Exactement. Puis après ça, une fois que c'est... on part chez le notaire. Puis souvent, règle générale, la journée qu'on part chez le notaire, c'est là qu'on prend possession de la maison. OK. Oui. C'est très bien. Merci pour ces informations. Ça fait plaisir. Alors, tu rencontres souvent des acheteurs potentiels ou des vendeurs. Quelles sont les erreurs courantes que les acheteurs font? Parfait. Et après avoir dit ces erreurs-là, comment éviter ces erreurs-là lors de l'achat de sa propriété?
Oui. Ben, la première erreur, ça, c'est souvent les acheteurs qui ne sont pas accompagnés par des courtiers. Okay. Comme je disais tout à l'heure, ils vont magasiner sans avoir de préqualification. Donc là, c'est sûr que, de prime abord, le vendeur, moi, exemple, que je représente un vendeur, je vais lui dire de ne pas accepter cette offre d'achat-là parce qu'on ne sait pas si l'acheteur va passer au financement. Donc, on va se bloquer possiblement à d'autres acheteurs qui auraient une préqualification. Okay. Parce que quand on est lié par contrat de promesse d'achat avec un acheteur, on ne peut pas accepter une autre offre. Bien, évidemment, il y a certaines exceptions, là, mais règle générale. Après ça, l'autre erreur, ça va être de ne pas être bien entouré. Okay. Quand tu dis entourage, c'est les courtiers seulement ou d'autres personnes aussi qui peuvent intervenir? Oui, exactement. Donc, comme je disais, le lien de confiance avec votre courtier, c'est primordial parce que c'est lui qui vous conseille. Donc, si vous n'avez pas confiance en votre courtier dans l'achat, vous n'allez pas vous sentir bien conseillé. Aussi, c'est de faire attention à qui on écoute. Donc, c'est important d'avoir l'opinion de nos proches. Vraiment, là, c'est super important parce que c'est encore une fois, la transaction est plus importante, mais il faut faire attention parce que c'est pas tout le monde qui sont des professionnels de l'immobilier. Mais on a les yeux, on sait voir. Ouais. Quand la maison est belle, on sait voir ça. Oui, c'est ça. Mais exemple, il y en a qui vont aggraver des fois des situations. Exemple, ça va te coûter 50 000 faire ta toiture, là, ou c'est bien trop cher cette maison-là, mais c'est exemple... votre mononcle qui a acheté une maison dans les années 80. Donc, c'est comme, c'est pas... Oui, c'est sûr, il sait comment acheter une maison, mais il n'est pas... il n'est pas à l'affût du marché. Je comprends. Donc, c'est sûr que ça peut faire peur aux acheteurs des fois puis créer de l'anxiété non nécessaire parce qu'il y a déjà de l'anxiété dans le processus d'achat, on s'entend. C'est stressant, acheter une maison. Ça implique beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment de se fier à votre courtier, à des professionnels, au pire, appeler un entrepreneur si vous voulez savoir comment ça peut coûter une toiture. OK. Vous fiez aussi à votre inspecteur. Donc, votre inspecteur, c'est une personne aussi diplômée, là, donc, puis qui a des règles à respecter. Donc, c'est important de se fier aux professionnels. C'est sûr, c'est important, comme je disais, de vous fier à votre entourage, mais certaines réserves. Je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs aussi? Oui. Ne pas faire inspecter. Donc, des fois, là, on a vu ça beaucoup pendant la pandémie. Il y avait de la surenchère, il y avait des gens qui enlevaient des conditions parce qu'ils voulaient avoir la propriété. Mais l'inspection, c'est vraiment important parce que pour les deux parties, parce que tout ce qui est, pour le vendeur, exemple, tout ce qui est déclaré à l'inspection ne peut être retenu comme vice caché. OK. Donc, c'est vraiment son avantage, dans le fond, de faire inspecter. Puis pour l'acheteur, ben, c'est d'acheter en toute connaissance de cause. Donc, savoir tous les bobos de la maison, savoir finalement si la maison est en bon état. Des fois, on a des belles surprises aux inspections, mais ça arrive quand même souvent qu'on a des surprises qui sont moins le fun. Donc, tu sais, une fois qu'on a fait une inspection, finalement, puis exemple, on a fait une offre d'achat à un certain prix, mais ne sachant pas qu'il y avait des travaux à faire, qu'on apprend à l'inspection, on a l'option d'essayer de renégocier avec le vendeur le prix. Si le vendeur n'accepte pas la baisse de prix, on peut soit décider, j'aime vraiment la maison, finalement, je veux acheter. Donc, on achète pareil, ou on peut décider de se retirer suite à l'inspection. Ou, comme si on voit qu'il y a trop de choses, comme je disais tout à l'heure, on peut décider de se retirer tout simplement. Donc, l'inspection, c'est vraiment important. Okay. Après ça, une autre erreur, c'est de ne pas vérifier la valeur marchande du bien qu'on achète. Donc, moi, soit quand je prends une inscription de maison à vendre ou quand je fais une offre d'achat avec un acheteur, je fais tout le temps mon évaluation marchande de la propriété. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une évaluation marchande? On regarde des propriétés similaires qui ont été vendues au plus dans les 6 derniers mois. J'essaye les 3 derniers mois habituellement. OK. Et donc, quand on parle de propriétés similaires, on parle de plus ou moins 10 ans de différence. Même type de propriété. Là, c'est par rapport à l'environnement, au même quartier et tout? Oui, c'est ça. OK. Comme on disait, mon professeur de mathématiques au primaire disait, on compare les pommes avec les pommes, les oranges avec les oranges. Exactement. Mais en fait, c'est ça. Donc, plus ou moins 10 ans, même secteur, sensiblement même superficie habitable et de terrain, sensiblement même caractéristiques aussi physiques et de rénovation. Ouais. Donc, il faut vraiment que ça soit très similaire pour pouvoir comparer ça. Donc, là, je me dis, OK, la propriété similaire, c'est vendu, exemple, 10 000 de plus. Donc, oui, c'est un bon prix.
la propriété d'achat. Mais si on se retrouve, exemple, en offre multiple, donc plusieurs offres à la fois, je vais dire, bien, si vous êtes à l'aise, ça, ce comparable-là, c'est vendu à ce prix-là, donc ça resterait un bon prix payé, mais tu sais, c'est vous qui décidez le prix que vous offrez quand même. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. OK. D'accord, Amélie. Parle-nous un peu de la nouvelle loi. L'autre fois, on a discuté, tu m'as parlé de la nouvelle loi. Et qu'est-ce qu'on peut brièvement retenir de cette loi sur le courtage immobilier qui protège bien évidemment vos potentiels clients? La nouvelle loi? Sur le courtage immobilier. Pour les contrats d'achat? Exactement. Ah, OK. Ouais. Ce que ça dit, c'est que idéalement, les courtiers immobiliers qui représentent un acheteur devraient signer un contrat de courtage achat avec eux. Donc, dans ce contrat, c'est comme quand on signe un contrat de vente avec un vendeur. Oui. C'est depuis l'été passé que l'OASIC nous met un peu de pression pour qu'on signe les contrats de courtage achat. Donc, là-dedans, on va me dire... un peu comme à la première rencontre avec l'acheteur, les secteurs, les critères, quel type de propriété, quel prix, la date idéale d'emménagement et tout. Puis aussi, on met le pourcentage de rétribution dans ce contrat-là, qui est généralement 2 % pour les acheteurs. Mais l'acheteur ne paye pas. C'est le vendeur qui paye. OK. Donc, c'est déduit. Lorsqu'on passe chez le notaire, on s'entend, exemple, qu'on voit une maison affichée à 250 000. Le vendeur, lui, a un contrat avec son courtier immobilier vendeur. Donc, lui, on ne sait pas à combien il a signé. Mais, donc, le notaire va déduire la rétribution complète du prix de vente. Donc, l'acheteur ne paye pas la rétribution. C'est vraiment déduit du prix remis au vendeur. OK. Ensuite de ça, on met une durée au contrat, évidemment, là, dépendamment du projet de l'acheteur. C'est minimum 2 mois, généralement. Puis, après ça, donc l'acheteur est lié par contrat avec le courtier. Donc, il ne peut pas faire affaire avec un autre courtier. OK. Il peut toujours résilier son contrat s'il n'est pas satisfait de son courtier, évidemment. Là. Ouais. Ah, je comprends. Ça, ce sont les questions des abonnés maintenant. OK. Les questions de nos auditeurs dans la tribune pour le peuple, les questions du peuple. Première question, beaucoup de gens se demandent combien coûte, en termes de pourcentage, le service d'un courtier immobilier. Parlons de services liés à l'achat d'abord et après à la vente. Bien, comme je disais, en fait, les acheteurs, c'est très rare qu'ils vont avoir à débourser pour leur courtier immobilier. C'est gratuit? Oui, c'est ça. Parce que, exemple, moi, je prends une propriété à vendre. Donc, je signe avec le vendeur un pourcentage établi, évidemment, selon les besoins que lui a et la mise en marché qu'il veut faire. Donc, s'il veut une vidéo, du home staging, des photos professionnelles, que je sois là à toutes les visites. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça vient avec un certain coût que si quelqu'un veut prendre en charge certaines choses ou n'a pas besoin de home staging ou de vidéo ou quoi que ce soit. Ah, ça, c'est juste une entente avec... Avec le vendeur. Okay, donc, ça commence avec le vendeur. Donc, après ça, par contre, lui, il doit donner un pourcentage au courtier collaborateur, donc qui représente l'acheteur. Puis, comme je disais, règle générale, c'est pas mal tout le temps 2 %. Puis après ça, donc l'acheteur n'a pas à payer. Là. C'est comme je disais, c'est chez le notaire, lui déduit cette facture-là du prix de vente et remet le reste. Après, il déduit l'hypothèque, il déduit tous les autres frais, puis il remet le reste au vendeur. OK. Deuxième question. Dans quel secteur du Québec on peut retrouver des propriétés les moins chères? Du Québec ou de Québec? De Québec. De Québec, je dirais dans le secteur de Port-Neuf, Beaupré, Jacques-Cartier. Sinon, si on va sur la Rive-Sud, c'est vraiment moins cher. Règle générale, évidemment, à part Lévis. Mais si on s'éloigne un petit peu plus vers la Beauce, c'est quand même très accessible. OK. Ouais. Et du Québec? Du Québec, là, c'est sûr que je pourrais pas vraiment me prononcer parce que c'est très rare que je vais ailleurs qu'à Québec. Okay. Je dirais que j'ai fait 2 transactions hors ville de Québec. Fait que je pourrais pas tant que ça me prononcer là-dessus. Désolée. Je sais que tu es courtier immobilier, mais il y a un abonné qui pose une question business et il dit tu conseilles le business d'achat et vente ou de location quand on achète un bien immobilier? OK. Au niveau, exemple, de faire un flip ou d'acheter un immeuble à revenu? Voilà.
OK. Je vous dirais qu'il y a différents avantages et désavantages à chaque. Ça dépend vraiment de votre profil à vous, mais je vais en parler un petit peu. Ouais. Quand on fait un flip, évidemment, c'est vraiment important de s'informer avant tout sur les règles fiscales qu'on fait un flip parce que si on en fait un, c'est tel que tel, mais si on en fait plus qu'un, donc c'est sûr qu'il y a des règles fiscales à respecter puis à savoir pour pas être pénalisé. Donc, c'est sûr, quand on fait un flip, la mise de fonds est moins haute, règle générale. Si on décide de l'habiter, on peut mettre 5 10 si, par exemple, on a plusieurs propriétés, c'est sûr qu'il va falloir mettre 20 par contre. Okay. Donc, au niveau du flip, il faut vraiment être soit quelqu'un de manuel et très bon manuellement, parce que si les rénovations sont mal faites, l'acheteur va le voir, le courtier va le voir, ça se vendra pas. Donc, au niveau des rénovations aussi, c'est important de quand même faire des rénovations de qualité, mais sans trop... C'est-à-dire engager peut-être une société pour ça? Oui et non, parce que c'est sûr que oui, pour les choses importantes, exemple toiture, plomberie, électricité, tout ça, là, c'est vraiment important d'avoir des professionnels. Mais si on parle plus de refaire une cuisine, ce genre de choses que quelqu'un qui est quand même bon manuellement pourrait faire, ça peut sauver beaucoup de coûts. Donc, c'est sûr que si on engage un entrepreneur vraiment pour tout faire, la marge de profit va être moins intéressante. Mais c'est ça. Donc, c'est important aussi de ne pas trop dépenser dans les matériaux de qualité parce qu'on ne va pas nécessairement toujours récupérer cette valeur-là. Donc, au niveau du flip, c'est ça. Il faut être quelqu'un de manuel et avoir du temps à donner aussi, puis bien penser à ce qu'on veut faire pour ne pas trop dépenser à des places qu'on n'aurait pas dû finalement. Pour ce qui est de l'investissement des immeubles à revenus, personnellement, c'est mes préférés. Parce que je trouve que c'est intéressant. Là, ça laisse un patrimoine. Là, je veux dire, c'est un investissement à long terme. L'hypothèque se paye souvent en grande partie avec les loyers ou sinon au complet dans certaines situations. C'est sûr, par contre, que la mise de fonds est plus importante. Donc, c'est sûr que quand on achète un duplex, c'est un peu qualifié comme maison parfois, là, donc on peut mettre 5 %. Mais quand on achète un triplex ou un quadruplex, c'est 10 % minimum et 20 % si vous ne l'occupez pas. Donc, c'est sûr que... Puis les prix sont plus importants aussi qu'une maison unifamiliale, on s'entend. Si on veut acheter une maison à flipper, souvent, on peut acheter quelque chose en bas de 300 000. Tandis que quand on achète un triplex et un quadruplex, on parle plus de 400 000, 600 000. Donc, c'est sûr que la mise de fonds est plus importante. Par contre, la capacité d'emprunt est augmentée aussi souvent parce que les revenus vont être quand même calculés là, dans la demande d'emprunt. OK. Mais il faut être disponible. Donc, il faut être prêt à régler des petites chicanes de locataires, un lavabo bouché, ce genre de choses-là. Donc, sinon, le donner en... Il faut vraiment être présent. C'est ça, c'est ça. Fait que s'il y a des plus, il y a des moins. OK. Alors, quel conseil tu donnes à quelqu'un qui veut investir en immobilier en termes d'achat? Il veut se lancer dans le business. Il doit acheter quoi? Bien, ça dépend de son profil. Tu sais, si lui, il veut vraiment faire un montant d'argent vite, un flip, mais il faut que ça soit le bon profil de client aussi pour le flip. Mais si il veut un investissement à long terme, un immeuble à revenu. Ah, okay. Mais par contre, on peut toujours faire un flip, prendre cet argent-là, puis acheter un immeuble à revenu. Merci, Amélie. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise et de services que toi, tu proposes? Oui. Moi, comme je disais, je suis courtier immobilier résidentiel. Donc, évidemment, c'est les immeubles de 4 logements et moins. Je suis principalement spécialisée dans les unifamiliales de tout genre, ainsi que dans plus les immeubles à revenus. Je fais un petit peu moins de condos et de terrain, mais j'en fais quand même. Ce que j'aime beaucoup, c'est accompagner les premiers acheteurs. Je trouve ça vraiment gratifiant de les aider dans ce processus-là qui est, comme je disais, quand même anxiogène parfois. Là. Donc, de les guider là-dedans, c'est le fun. Bien, pas que c'est le fun, l'anxiété, mais de les aider là-dedans, c'est vraiment le fun. Aussi, ce que j'aime faire, c'est le home staging parce que, comme je disais, j'aime beaucoup le design, la peinture et tout. Wow. Donc, pour les vendeurs qui ont de la misère à vendre leur maison, j'aime vraiment ça, les aider à
faire du home staging pour que ça se vende mieux. Là. J'ai même déjà peinturé chez des clients. Ah bon? Tu le fais seul? Oui, je l'ai fait, oui. Ça dépend de comment je suis occupée là, à cette période-là, mais ça m'est déjà arrivé. Sinon, évidemment, moi, j'offre le service d'évaluation marchande gratuite là, pour les acheteurs et les vendeurs. C'est important, comme je disais. J'offre aussi les protections Via Capital gratuitement. Il y en a 4. 2 pour les acheteurs, 3 pour les acheteurs, 2 pour les vendeurs. Sinon, j'offre l'accompagnement de A à Z, en fait. S'ils ont besoin de spécialistes dans différents secteurs, je peux leur référer aussi. S'ils ont des questions après aussi l'achat, je suis là pour eux. On développe vraiment une relation là, amicale et de confiance. Là. Mais comment on fait pour te contacter? Pour me contacter, vous pouvez m'écrire sur Facebook, C'est quoi ton Facebook? Amélie Harrison Côté. OK. Sinon, vous pouvez m'écrire sur courriel. Donc, si vous tapez mon nom sur Google, vous allez avoir toutes les informations. Là, il y a mon numéro de cellulaire. Il y a tout, là, en fait. Tu veux pas le donner ici à la radio? Oui. Mon numéro de cellulaire, donc 418-999-2320. Sinon, mon numéro de bureau, je ne m'en rappelle plus. OK, vous avez le contact d'Amélie Harrison Côté. Vous pouvez la contacter au besoin. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Le plaisir est pour moi. Est-ce que tu as un mot de la fin? Qu'est-ce que tu veux ajouter? Je voudrais rajouter que, en fait, je sais que les médias, parfois, ou tout le monde dans votre entourage peuvent dire « Ah, c'est pas le temps d'acheter, c'est pas le temps d'acheter », mais si jamais, le bon moment pour acheter, c'est lorsque vous trouvez une propriété qui vous convient, à un prix juste, et que vous avez les moyens de vous l'acheter. Okay. Donc, on ne veut pas se mettre à la gorge, mais si vous avez les moyens de vous l'acheter et que vous avez un coup de cœur et que vous en êtes bien là, c'est le moment d'acheter. Il n'y a pas de... comme exemple, dans la pandémie, il y avait de la surenchère, là, c'est les taux d'intérêt. Il va toujours avoir quelque chose. Fait que le meilleur moment, c'est quand vous êtes prêt et que vous pouvez. Merci pour ces précieux conseils. Ça fait plaisir. La mission de la Tribune pour le peuple consiste à réunir des personnes qui ont des connaissances et des expériences à partager afin de répondre aux inquiétudes des auditeurs qui sont le reflet du peuple. N'hésitez pas à nous contacter via notre mail latribunepourlepeuple@commercialgmail.com pour participer à l'émission. Rendez-vous chaque mercredi à partir de 14h sur 94.3 FM Radio Chiz et chaque dimanche à la même heure sur notre chaîne YouTube La Tribune pour le Peuple. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos pages et chaînes La Tribune pour le Peuple. Merci à toi, Amélie. Merci, Jean-Luc. J'espère que tu reviendras. Si tu m'invites. OK, merci. Bye.